Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Bulletin des régions. Au cours de la prochaine heure, on va vous présenter des reportages qui proviennent de partout au Québec grâce à la collaboration des télévisions communautaires autonomes associées à Cogeco. Bonne émission. Au sommaire pour vous cette semaine. À Baie-Saint-Paul, une nouvelle technologie pour lutter contre la sclérose en plaques. À Forestville, les élèves de la Haute-Côte-Nord apprennent la persévérance scolaire. À Gaspé et Rivière-au-Nord, lancement de la 42e édition de l'opération Nez rouge. Moisson Laurentide soutient et soutiendra pour les fêtes pas moins de 125 organismes œuvrant en sécurité alimentaire. Le Club des numismates du Bas-Saint-Laurent est nommé meilleur club de collectionneurs de monnaie au pays. À Rimouski, les télévisions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie s'unissent pour diffuser le 29e spectacle événement de l'organisme La Ressource. À Passepébiac, la 50e édition du tournoi de hockey M15 toutes catégories est soulignée avec éclat. Mais pour commencer cette émission, on se rend à Salaberry de Valleyfield, où les spécialistes de la santé s'opposent au projet de loi 2 du gouvernement Legault et craignent le pire, alors que quelques 60 médecins ont déjà annoncé leur départ. Un reportage de Chantal Bédard de CSUR.tv. Suite à l'adoption sous le bâillon du projet de loi 2, plusieurs spécialistes de la santé de la région sont venus exprimer leur appréhension en conférence de presse le 26 novembre dernier au manoir Grant à Salaberry de Valleyfield et soulignent que le modèle proposé du gouvernement de la CAQ privilégie plutôt la quantité que la qualité. Aujourd'hui, je tire la sonnette d'alarme. La relève médicale en Montérégie-Ouest est en péril. Notre GMFU a été créé pour répondre à un besoin urgent. Recruter des médecins de famille dans une région qui était historiquement en pénurie. Depuis 14 ans, nous y consacrons nos efforts. Nous nous battons pour bâtir la relève. Et nous avons réussi. Plus de 40 médecins formés chez nous au GMFU Jardin-Roussillon ont choisi d'établir leur pratique en Montérégie-Ouest. Mais la loi 2 menace tout ce travail. Cette année, nos portes ouvertes ont accueilli un externe, contre une vingtaine l'année précédente. Dans le projet de loi actuellement, un enfant équivaut à une pastille verte, donc à 0,6 rendez-vous par année, alors que dans les faits, c'est beaucoup plus. Juste en suivi régulier annuel, c'est entre 6 et 7 rendez-vous qui sont nécessaires sans tous les hits de garderie. Donc, la pédiatrie, c'est une clientèle qui est importante, non reconnue actuellement, qui va faire en sorte que des médecins vont délaisser cette clientèle-là parce que le gouvernement, ce qu'il veut, c'est qu'on voit des pastilles rouges et des pastilles oranges. Selon le docteur Sylvain Dufresne, président de l'Association des médecins omnipatriciens du sud-ouest de la Montérégie, l'exode des médecins est bel et bien entamé puisque près de 60 ont déjà annoncé leur départ vers d'autres provinces. Juste pour vous mettre en contexte, quand il y a eu le projet de loi 106, j'ai fait un sondage avec les médecins de notre région, de la région du sud-ouest. Et on avait 350 médecins qui étaient... On a 350 médecins et il y avait 35 médecins qui étaient en réflexion de partir. Avec la loi 2, j'ai refait un sondage. Et maintenant, nous sommes rendus à 60 médecins qui sont en réflexion de partir, 10, prendre une retraite rapidement. Et il y a déjà 30 médecins qui sont en préparation de partir, préparation active. Mon projet, ça a vraiment toujours été de m'établir à long terme en Montérégie pour pratiquer la médecine familiale. Mais malheureusement, à cause de la loi 2, je suis actuellement en train de préparer mon départ pour pratiquer dans une autre province après ma graduation. Je suis une résidente de deuxième année en médecine de famille à Vaudreuil-Dorion. Je ne m'attendais pas à ce que l'obstacle le plus lourd soit ni la charge de travail, ni les gardes interminables, mais bien cette loi 2 imposée par notre propre gouvernement qui menace malheureusement la qualité des soins que je pourrais offrir à mes patients. Déjà, on vit des conséquences immédiatement, là, en temps réel, là, de départ de médecins. À l'hôpital du Suroît, on a déjà 5 départs de médecins hospitalistes. Ça représente un groupe au complet d'hospitalistes, un pool qu'on appelle qui quitte, donc qui ne sera plus là. Ça réduit leurs effectifs donc de 4 groupes de médecins hospitalistes à 3.
Ça représente un énorme challenge pour la prise en charge de la clientèle qui, elle, ne baisse pas à l'hôpital. Les répercussions sont importantes pour la région puisque le GMFR, le trait d'union Adelson, et le GMF Hudson Midi-Centre ont annoncé leur fermeture pour le printemps 2026. Des impacts sont aussi à prévoir pour plusieurs départements pour l'hôpital du Surroi et l'hôpital Anna-Laberge, ainsi que le futur hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Et là, la loi 2 va faire en sorte que, pour des raisons de survie opérationnelle, nous devrons fermer. Nous avons annoncé, en fait, que nous projetions fermer au 1er avril 2026, tout simplement parce que la façon dont la loi est faite dans sa forme actuelle, le délai de paiement par rapport à la capitation, qui va faire en sorte que les médecins vont recevoir des montants après plusieurs mois, fait en sorte que les cliniques, qu'elles soient petites ou grosses, ne pourront pas soutenir en fait une charge financière aussi grande pendant plusieurs mois. Le GMF Hudson, c'est une clinique médicale qui existe depuis 1978, bien ancrée dans sa communauté et qui a une mission bilingue. Donc, c'est notre mission de servir à la fois la clientèle francophone et anglophone de Vaudreuil-Soulanges. C'est quelque chose qu'on fait donc depuis de nombreuses années. On dessert 11 000 patients, plus de 20 000 visites l'an dernier. Et néanmoins, on a décidé de fermer. On va fermer le 31 mars prochain. On ferme parce qu'il n'y a aucun des médecins qui est prêt à s'engager pour une année supplémentaire. Chacun des 7 médecins de la clinique remet en question son choix de carrière ou son milieu de pratique. Nous, on doit décider si on renouvelle notre bail là. Le bail vient à échéance dans quelques mois. Donc, on a une décision à prendre. Puis dans le contexte actuel, avec aucun des médecins qui est prêt à s'engager pour la prochaine année, avec les difficultés financières qu'on entrevoit, on a décidé de fermer. Donc, notre clientèle va se retrouver sans sa clinique. Je pense qu'il y a un lien de confiance qui doit se reformer. Okay? Je fais souvent l'image d'un triangle amoureux, là, où il y a le gouvernement, il y a les médecins et il y a la population. La population doit avoir confiance au gouvernement, la population doit avoir confiance aux médecins, puis les médecins doivent avoir confiance au gouvernement. C'est ce triangle-là. Et là, il y a des liens rompus. Ça va prendre du temps avant de refaire cette confiance-là. Mais okay, si le gouvernement se retire, j'ai comme l'impression que là, les médecins vont pour la clientèle, pour les patients, vont vouloir se rasseoir okay, avec la bonne personne qui va vouloir négocier de bonne foi. Okay. Mais je pense que le lien de confiance doit être rétabli. Les membres du Club Bon Cœur de Charlevoix ont eu l'occasion de tester une nouvelle technologie permettant d'améliorer la mobilité des personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Félix Chouinard, de TVCO. En mobilité, rendez-vous mouvement. Ça, c'est ce qu'on a créé, c'est ce qu'on développe. Une nouvelle technologie issue de l'intelligence artificielle était de passage au Club Bon Cœur de Charlevoix le 19 novembre dernier. L'appareil NeuroSkin, conçu par la jeune entreprise française Courage, vise à soutenir la marche, l'équilibre et la stabilité, notamment chez les personnes atteintes de maladies neurodégénératives comme la sclérose en plaques. Donc là, c'est le système qui est off. On voit que sa jambe, il n'arrive pas du tout à la piloter, à la contrôler. Il n'y a pas vraiment d'action. Et là, on a le système qui est on le même jour, une fois que le système a appris. Et là, on voit le pilotage de ses jambes. On est venu présenter aujourd'hui un dispositif qu'on appelle le NeuroSkin, donc NeuroSkin comme seconde peau. C'est un système qui va s'adresser plutôt à des personnes qui ont une sclérose en plaques, un AVC ou une paraplégie incomplète. Et ce système va permettre de rééduquer leur système qu'on appelle sensoriel et moteur. Donc je prends souvent un exemple pour imager, pour que tout le monde puisse bien comprendre la problématique. Donc le corps fonctionne de manière assez complexe, mais on peut le résumer de manière simple, avec 3 éléments. Le cerveau, on appelle la tour de contrôle, c'est elle qui va déterminer où est-ce qu'on veut aller, quel est le mouvement qu'on veut réaliser. Et surtout, c'est elle qui va envoyer l'information aux nerfs, qu'on peut appeler des autoroutes, jusqu'aux muscles qui vont se contracter. Et elle va leur envoyer ce qu'on appelle la partition, moi j'appelle ça une partition, d'avoir quel est le bon démarrage et la fin de contraction de muscles
pour chacun des muscles au bon moment pour faire un mouvement. Donc pour faire de la marche, pour faire du vélo, pour tout simplement juste se lever, parce qu'on pense beaucoup à marcher, mais déjà juste à se lever, on a une partition qui est différente. Donc c'est ça qu'on est venu présenter ici, c'est comment à travers notre système NeuroSkin et l'intelligence artificielle qu'il y a derrière, on permet d'automatiser tout cela de façon simple pour que l'usager puisse en avoir les bénéfices de manière régulière. Tout droit sorti du Centre national de recherche scientifique de Lyon, en France, cette nouvelle technologie de réadaptation promet beaucoup. Elle pourrait notamment accélérer le processus de reconditionnement à la marche chez les patients à mobilité réduite. Moi, j'ai la sclérose en plaques, la SEP, progressive. Vous avez pu tester là, ce matin le NeuroSkin, cet appareil qui est amené ici aujourd'hui. Comment vous vous êtes senti? Ah, mon Dieu, c'est le jour et la nuit. C'est sûr qu'on ne se débarrassera pas de toutes nos marchettes, puis nos cannes, puis tout, mais t'as une sensation que j'ai pas ressentie peut-être depuis... ça fait 12 ans, moi, que c'est commencé, mais ça fait un bon 5-6 ans que ça me prend une marchette ou une canne. La sensation de pouvoir marcher, même se lever, tu as beaucoup plus de force là, quand tu es sous tension. OK, c'est bon. Malgré tout, NeuroSkin devra encore faire ses preuves auprès de la communauté scientifique canadienne. Un processus qui prendra des explications et des preuves, croit M. Gombeau. Alors, au sein de la communauté scientifique et médicale, je veux dire au Québec et au Canada plus largement, donc c'est des nouvelles technologies. Et comme toute nouvelle technologie, ça nécessite des explications et aussi d'expliquer où en sont nos études et sur quelle patientèle et pour quel intérêt thérapeutique. Donc ça, on a commencé justement à travailler avec des grands, ce qu'on appelle leaders d'opinion, notamment en neurothérapie à Montréal, mais aussi avec le CIUS de Montréal, avec le McGill, avec le Neuro qu'on rencontre demain. Donc il y a un bon accueil des nouvelles technologies globalement au Québec. Maintenant, ça va partir de manière progressive. D'abord du haut, la pyramide, avec les personnes qui sont plutôt spécialisées en neurologie, c'est-à-dire les neurologues, les physiatres, pour aller ensuite accompagner les physiothérapeutes, les kinésiologues et les médecins de famille. Donc c'est une démarche qui va pas forcément être très rapide, mais elle va être progressive pour pouvoir s'inscrire dans la durée. La venue à Baie-Saint-Paul de l'entreprise Courage et de son appareil NeuroSkin donne beaucoup d'espoir à Mme Francine Thibault du Club Boncoeur. On sait que maintenant la science, avec l'intelligence artificielle, fait des remontées spectaculaires. Donc, moi, à titre de personne responsable de cet organisme-là et de le programme, j'ai voulu aller encore un peu plus loin dans ma recherche et je suis tombée à cause de Facebook, sur cette annonce-là de Courage qui sont maintenant établis au Québec et pour voir si ça pouvait être aidant pour nos personnes. On a commencé à 9h30, vous avez vu la conférence, vous avez vu les données scientifiques qui sont autour de ça, des gens sérieux, alors qui sont en train maintenant d'expérimenter avec nos membres qui sont du programme Mobilité dynamique. Alors, c'est le bonheur pour moi parce que je me dis, on avance et on fait avancer notre clientèle de Charlevoix. Alors, c'est une première, puis on espère que ce sera une dernière. Si la journée de présentation en aura sans doute convaincu plus d'un, il faudra encore attendre un peu avant de savoir si le Club Boncoeur pourra acquérir un tel appareil. L'organisme serait toujours en négociation avec l'entreprise Courage, mais il estime avoir besoin de lever autour de 75 000 $ au sein de la communauté pour être en mesure d'intégrer ce nouvel outil à sa ceinture. C'est sous la présidence d'honneur du Dr Véronique Larouche, originaire de Forestville, que s'est tenue la 9e édition du mini-colloque sur la persévérance scolaire, auquel ont participé quelques 270 élèves de la Haute-Côte-Nord. Joanie Gaudreault, de la Télévision du Littoral.
Pendant 2 jours, près de 270 élèves de la Haute-Côte-Nord ont eu l'occasion de réfléchir à leur parcours, d'explorer les déterminants de la réussite et de rencontrer des modèles inspirants provenant de leur propre milieu, tout ça dans le but d'explorer la persévérance scolaire. La 9e édition du mini-colloque sur la persévérance scolaire a pris son envol les 25 et 26 novembre à la polyvalente des Rivières de Forestville et à la polyvalente des Berges des Bergeronnes. La présidente d'honneur cette année, Dr Véronique Larouche, médecin de famille à Forestville, souhaite que son message fasse écho auprès des jeunes. Malgré les obstacles, la persévérance peut réellement tracer la voie vers leurs rêves. Revenir dans son école secondaire comme présidente d'honneur n'allait pas de soi pour Dr Larouche. Bien, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, moi, quand on m'a interpellée là, pour avoir ce titre-là. Au début, je voulais dire non parce que je suis pas du genre à vouloir vraiment parler devant les gens, tout ça, puis ça me gênait. Mais finalement, je me suis dit, c'est vraiment un honneur de revenir dans le milieu où est-ce que moi j'ai grandi, où est-ce que moi j'ai fait mon secondaire, où est-ce que moi j'ai rêvé à qu'est-ce que j'allais faire, puis tout ça. Puis sachant aussi avec toute la persévérance que moi, je considère qui a été la clé de mon parcours, je trouvais que ça valait vraiment la peine de revenir ici puis de le dire. Puis si ça pouvait inspirer ne serait-ce qu'une personne à dire, bien finalement, au-delà de tous les défis, les obstacles, si je persévère, c'est vrai que finalement, je peux atteindre mes buts. Fait que je trouve que ça valait la peine vraiment de venir faire ça. Fait que c'est pour ça que j'ai accepté d'être ici aujourd'hui. Durant son allocution devant les groupes de 3e, 4e et 5e secondaire ainsi que du programme FMS, elle a rappelé que la persévérance est souvent difficile à définir. Je pense que c'est vraiment comme une petite voix que tout le monde en a en nous. C'est pas nécessairement inné, puis mon Dieu, ça crie fort, là, mais c'est comme une petite affaire qui nous dit à chaque jour, des fois, ça se passe pas comme prévu, mais j'ai un plan B, puis si ça marche pas, bien finalement, j'aurais peut-être un plan C, puis je pense qu'il y a 1001 chemins, puis 1001 façons de se rendre à un but. Puis je pense que c'est de se dire, ben moi, j'ai un chemin qui m'appartient, j'ai mes propres obstacles, mes propres défis, puis de se dire que quand ça va moins bien, bien demain, ça ira mieux, puis de vraiment pas se décourager. Là. Fait que je pense que c'est surtout ça, puis c'est comme un peu abstrait, mais c'est tout le temps d'avoir cette petite voix-là en nous qui résonne, là, qui nous aide vraiment là, à garder le cap un petit peu sur nos objectifs. Là. Ouais. Son propre parcours en témoigne. Malgré des échecs et une forte compétition, elle est demeurée déterminée. Moi, j'en ai quand même coulé des examens, mais j'ai quand même continué à persévérer. Puis moi, après, quand je suis partie du secondaire ici, je suis allée au cégep là, en sciences naturelles, là, faire mon cégep. Puis après mon cégep, j'avais pas du tout les résultats scolaires pour aller en médecine. Mais je me disais, bon, mais qu'est-ce qui va s'offrir à moi, qui va m'ouvrir des portes, puis qu'éventuellement, je vais pouvoir quand même aller en médecine. Fait que j'ai étudié en kinésiologie. Puis là-dedans aussi, bien, il y avait beaucoup de gens qui voulaient le même but que moi. Fait que c'était quand même toujours un peu de se sentir un peu... en compétition puis en comparaison. Fait que c'est ça que j'ai trouvé un petit peu difficile, mais je pense que quand on croit en nous puis qu'on a cette petite voix-là, justement, qui se dit, ben écoute, moi, c'est mon chemin, ça m'appartient. Ce que les autres ont, ça m'appartient pas nécessairement. Puis on a tout notre propre chemin, puis de s'y fier, d'y faire confiance. Puis finalement, je pense que c'est surtout ça, moi, qui m'a aidée. Je pense que j'avais une grande détermination, une grande volonté, mais c'est beaucoup la persévérance. Je pense qu'il a fait en sorte que quand c'était plus difficile, j'ai quand même continué. Puis tu sais, j'ai repris des cours que j'avais déjà réussi, mais pour avoir des meilleures notes, pour encore retourner avec une meilleure note, pour finalement espérer un jour avoir les notes suffisantes pour aller en médecine. Fait que je pense que c'est vraiment... Je pense que ça dit que quand on a un but, bien, des fois, ça n'a peut-être pas de bon sens pour certaines personnes de dire, voyons que tu as fait ça, mais moi, c'était mon but, puis moi, ça faisait du sens pour moi, puis c'était aligné avec ce que je voulais faire. Fait que... La médecin n'avait jamais prévu revenir en région ni pratiquer la médecine de famille. Les années et les expériences l'ont toutefois amenée à reconnaître que la variété et la liberté professionnelle offertes en région correspondaient réellement à ce qu'elle recherchait. Moi, quand je suis partie là, du secondaire, c'était vraiment, j'avais plein d'idées sauf de revenir en région. Je voulais faire tout en médecine sauf médecin de famille. Puis finalement, je me suis rendu compte par la force des choses que j'aimais à peu près toute de la médecine, rien assez pour ne faire que ça. Fait que c'était un peu de tout ce que j'aimais. Puis ce que j'aimais de la médecine de famille, c'était un peu la variabilité de la pratique, puis toutes les différentes options qui s'offraient à nous avec le titre de médecin de famille. Puis c'est d'autant plus vrai en région, je pense, où est-ce que les ressources sont plus limitées. Donc on a une liberté un peu de pratique qui est un petit peu plus grande. Fait que je pense que la région, pour ça, m'interpellait. Puis là, d'autant plus que moi, j'étais originaire de région, ma famille est ici, j'ai des amis ici. Puis je trouve que c'est vraiment significatif pour moi de faire mon métier dans ma communauté puis d'aider les gens là, que je côtoie au quotidien. Là. Fait que je trouve que c'est vraiment là, le meilleur des mondes pour moi, mais c'est pas du tout ce que je m'étais imaginé là, après mon secondaire, là, vraiment pas. Du côté de l'organisation, l'intervenante jeunesse du Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord, Karine Vivier, rappelle que le mini-colloque est un rendez-vous attendu. L'objectif demeure constant, offrir aux jeunes des outils concrets pour soutenir leur motivation et leur bien-être scolaire. Les ateliers, animés par des représentants de divers milieux, visent à aborder les facteurs de protection, une manière positive de présenter les éléments favorisant la réussite.
Les élèves s'inscrivent à l'avance aux ateliers qui les interpellent. Donc, c'est intéressant pour eux parce que c'est eux qui les ont choisis. Donc, on a plus de chances de captiver leur attention. Et puis, c'est pour les élèves de secondaire 3, 4, 5 et FMS, donc le deuxième cycle de 14 à 17 ans. Le comité organisateur regroupe le Carrefour Jeunesse Emploi, le CIS de la Côte-Nord et du personnel scolaire, tous mobilisés autour d'un même objectif. 2 journées identiques sont offertes dans les 2 polyvalentes afin de permettre à tous les élèves du deuxième cycle, âgés entre 14 et 17 ans, d'y participer. Cette année, l'équipe a aussi souhaité intégrer un témoignage inspirant, celui de l'aventurière Kathleen Goulet, connue pour sa participation à une traversée du Nunavik en ski. On voulait avoir un témoignage comme pour avoir quelque chose aussi d'inspirant. Parce que souvent, on apporte des ateliers qui sont plus pour outiller les jeunes, mais parfois, ça peut partir de d'une inspiration de quelqu'un qui peut semer une petite flamme en nous, là, je ne sais pas comment dire. Puis, c'est que Kathleen, oui, on a comme la notion d'aventure puis tout ça, mais elle a dû aussi comme accepter des choses pendant son aventure, puis elle a rencontré des obstacles. Donc, on souhaite aussi que les élèves puissent comme transposer ça comme dans leur vie aussi. Alors, c'est le parallèle à faire entre une aventure et le parcours scolaire. À l'issue de son discours, la docteure Véronique Larouche croit que son message a trouvé écho. J'avais l'impression, en tout cas, qu'il y avait des gens qui avaient l'air quand même très attentifs à ce que je disais, puis j'ai vu des petits hochements de tête qui avaient l'air d'accord un petit peu avec ce que je disais, fait que ça me fait vraiment plaisir là, de voir que si ça a pu leur parler un petit peu puis les motiver, là, parce que je pense que c'est bien beau là, mon discours, mais c'est faux de dire que tous les jours on est motivé et persévérant et que c'est quand même des fois ça peut être plus difficile, puis je pense que de se rappeler dans ce temps-là que justement là, avec la persévérance, bien, on s'en ressort de ces petits creux-là puis que ça paye par la suite, là, fait que je suis contente si ça a pu influencer là, quelques gens ici. Là. Et si, comme elle l'espère, ces mots ont semé une graine de motivation chez certains jeunes, le mini-colloque aura rempli l'une de ses principales missions, rappeler que même lorsque le chemin est sinueux, la persévérance peut mener loin. Joanie Godreau, à Forestville. Partout au Québec, l'opération Nez Rouge est de retour. Et à Gaspé, cette 42e édition sera organisée par les Maisons de jeunes de Gaspé et de Rivière-au-Renard. Avec l'arrivée du temps des fêtes, les nombreux parties de bureaux et autres réunions familiales sont autant d'occasions de festoyer. Heureusement, les fêtards peuvent de nouveau compter cette année sur l'aide des nombreux bénévoles d'opération Nez Rouge pour revenir chez eux en toute sécurité et conserver leur permis de conduire. Cette 42e édition sera de nouveau organisée par la Maison des jeunes de Gaspé et de Rivière-au-Renard, qui se sert de cette activité pour financer ses opérations au profit des jeunes de la région. La Maison des jeunes de Gaspé et celle de Rivière-Nord sont depuis des années collaborateurs pour Opération Nez Rouge, pendant que les Lions de Gaspé avaient le chapeau de maître d'œuvre de Opération Nez Rouge. Depuis 2 ans, le maître d'œuvre est rendu la Maison des jeunes de Rivière-Nord et en collaboration avec la nôtre, on organise conjointement Opération Nez Rouge de Gaspé sur le territoire de Coin-du-Banc à L'Anse-à-Valo pour un moyen de financement de nos maisons des jeunes. Donc, l'entièreté des profits de l'édition revient aux 2 maisons des jeunes pour permettre plus d'activités, plus répondre aux besoins des jeunes de notre territoire. Malgré la somme de travail que cela exige et plus de 150 bénévoles impliqués, les profits sont modestes. L'année dernière, on parle d'un budget global d'environ 12 000 $ pour Opération Nez Rouge. On parle qu'il y a quand même environ 7 000 $ qui est redonné à la collectivité à l'intérieur de nos maisons des jeunes. En 2024, près de 250 raccompagnements ont été réalisés. Il s'agit d'une légère baisse comparativement aux années pré-pandémiques. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs. C'est sûr qu'après la pandémie, à cause qu'il y a eu un arrêt de 2 ans, on a vu une baisse. On ne s'en cachera pas. Baisse de bénévoles, de l'habitude de faire du bénévolat dans Nez Rouge, baisse autant de raccompagnement que de pourboire. C'est comme si la communauté a trouvé des façons de faire différentes.
En même temps, on voit aussi qu'il y a moins de bars à Gaspé. On voit aussi que les jeunes, des fois, certains jeunes préfèrent le non alcoolisé. Donc, des fois, de la diminution dans l'alcool. Ça joue aussi. La mission d'opération Nez Rouge n'en demeure pas moins la même. Veiller à la sécurité de la population et éviter aux gens de se retrouver dans une fâcheuse situation. Pour nous, dans un monde de rêve, Opération Nez Rouge n'existerait pas. Ce qu'on veut, c'est des routes sécuritaires à la base. Puis Opération Nez Rouge est là pour ça. Avoir des routes sécuritaires dans le temps des fêtes et permettre qu'il y ait moins d'alcool au volant. Mais c'est sûr qu'avec Opération Nez Rouge, ce qui est facilitant, c'est que le lendemain matin, au lieu de ne pas avoir de permis, tu as quand même ta voiture dans ta cour et le permis dans tes poches. Cependant, à quelques jours du début d'Opération Nez Rouge, la Maison des Jeunes est toujours à la recherche de bénévoles. On est encore en recherche de bénévoles. Le monde peut encore s'inscrire sur Opération Nez Rouge Gaspé. C'est sur le site Internet d'Opération Nez Rouge qu'on s'inscrit électroniquement. Et si vous avez des problèmes électroniques, vous pouvez nous contacter les 2 Maisons des Jeunes pour vous aider à vous inscrire manuellement. La population pourra compter sur les services d'Opération Nez Rouge durant 4 fins de semaine, dès 20h jusqu'aux petites heures du matin. C'est 4 fins de semaine, c'est les 4 prochaines fins de semaine, donc le 28-29 novembre, le 5, 6, 12, 13, 19 et 20 décembre pour bien arriver au temps des fêtes avec nos permis. Normalement, on commence, pour les bénévoles, on leur demande d'arriver pour 8 heures et ça se termine, les derniers accompagnements se terminent aux alentours de 3 heures dans la nuit. Puis des fois, ça peut décaler un petit peu parce que des fois, il y a souvent des petits rushs vers la fin. Mais généralement, les premiers accompagnements commencent vers 9 heures. Comme d'habitude, les clients sont invités à suivre quelques consignes de base. Généralement, on demande votre numéro de téléphone, votre nom, où est-ce que vous êtes et où est-ce que vous voulez aller. Très important, n'attendez pas avec vos clés à l'intérieur de votre voiture parce que ça, c'est quand même, la police pourrait vous interpeller à ce niveau. Donc, on dit toujours de rester à l'extérieur du véhicule et des fois, nous attendre même à l'intérieur et on va aller vous chercher. Pour joindre Opération Nez Rouge, il suffit de composer le 418 368 40 11 à Gaspé ou le 418 269 5959 dans la région de Rivière-au-Renard. Et surtout, même si le service est gratuit, n'oubliez pas de laisser un généreux pourboire qui servira à financer les activités des Maisons des Jeunes de la région. Ici Igor Nérisson, journaliste IJL pour Télé-Gaspé. Moisson Laurentide soutient quelques 125 organismes œuvrant en sécurité alimentaire. Et à l'aube du temps des fêtes, Dean Brisson, de la Télévision des Laurentides, rencontre le directeur général Guillaume Richard pour faire le point sur la précarité alimentaire qui touche de plus en plus de monde. 12 ménages qui vont en profiter, mais c'est... Bon, c'est sûr que nous, on ne soutient pas directement les individus. Nous, c'est à travers des organismes. D'autres organismes. Il y a beaucoup d'organismes. 125 organismes qu'on soutient. Qui, eux, vont faire le tour dans leur patelin, si on veut. Qui, eux, vont avoir leur propre réseau de distribution, qui vont avoir une cuisine collective, ou qui vont avoir... Il y a beaucoup de beaux projets aussi qui naissent là. Les gens s'organisent aussi. Avec les cuisines collectives, c'est super intéressant. Il y a quelque chose de très communautaire, des gens qui se prennent en main. De plus en plus à la mode. De plus en plus. Puis il y en a de plus en plus. Ça, c'est très brillant, ça, moi, je pense. Ouais. Ça donne l'opportunité de d'abord sortir de chez eux, sortir de l'isolement, aller cuisiner avec du monde, jaser, repartir avec des petits pots que tu peux geler à la maison, puis ça coûte moins cher. Puis nous, on a notre propre cuisine aussi. Oui, de transformation. Il y a de la transformation. Avec des bénévoles qui viennent à chaque jour. Cuisiner avec nous. On a un partenaire avec Otis Laurentide. On a des jeunes qui viennent cuisiner avec nous aussi. Mais c'est de toute beauté, c'est fantastique. Pour ça, je vous dis, c'est l'humain partout. C'est ça qui est beau. Grandeur nature. Grandeur nature. C'est wow. Puis des gens, c'est ça. Puis je mangerais tout ce qui se fait là. Je les vois, c'est tellement... Ils préparaient des sauces tomates, ça sent bon, tu rentres, tu sais. Fait que ça, c'est à même l'entrepôt.
Bien, il y a l'entrepôt, puis on a la cuisine. Une cuisine puis on a, gigantesque, là, j'imagine. Des fois, on reçoit une commande, je ne sais pas, on va recevoir de la viande hachée. Oui, là, il faut la congeler, il faut la mettre en sac, puis en même temps, il faut cuisiner. Fait que c'est vraiment tout ça. Wow, quel beau défi. Oui, c'est un immense défi. Un immense défi, un nouveau défi pour toi, là, c'est sûr. Puis un défi passionnant, puis un défi qui me connecte tous les jours. Tu sais, ça a humanisé ma façon de regarder quand je mange. Ça a changé mon regard. C'est niaiseux, hein? Ouais. Mais je ne vais plus au restaurant de la même façon. Je vois plus les choses de la même façon. Je vois tout ce qui se passe, toutes les gens qui n'en ont pas. C'est quelque chose qui m'habite beaucoup aujourd'hui. Je trouve ça touchant. C'est inquiétant même. C'est très inquiétant. Le prix des loyers, la bouffe qui est rendue cher. Tu vas acheter, c'est comme avant, tu avais ça de viande, là, tu as ça pour le même prix. Je ne sais pas où qu'on s'en va avec ça. Écoute, nous, on est là pour... on est un pôle, nous, au niveau de la sécurité alimentaire là, dans la région. Mais on va être là, on va essayer le mieux possible, nous, c'est de répondre aux besoins des gens. Puis en espérant qu'éventuellement, que ces besoins-là diminuent, parce que les gens vont trouver... vont sortir de ces situations-là. Mais, moi, je dirais, jugez pas les gens qui viennent chez Moisson, jugez pas, on connaît pas l'histoire. Les gens vivent des choses parfois qu'on connaît pas. Puis nous, on est là pour le mieux possible les accompagner là-dedans, puis faire en sorte qu'ils puissent... J'imagine aussi qu'il ne faut pas être gêné de demander à un organisme local, un de vos 125 organismes, pour de l'aide, parce qu'il y a des nouveaux cas, j'imagine, nouveaux cette année, l'année passée, qui se retrouvent dans une situation précaire. Eux, moi, je sais que moi, si ça m'arrivait, je serais très, très, très gêné de demander. Soyez pas gênés. C'est ça, hein? 20 des gens qui vont dans nos organismes, c'est des travailleurs. C'est des gens qui travaillent. Qui n'arrivent pas. Il y a des propriétaires de maisons qui n'arrivent pas. Parce qu'il y a une pression actuellement, puis c'est multifactoriel. On ne peut pas pointer, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est plein de choses. Plein de facteurs qui font qu'on se rend là. Tu sais, ils ont annoncé, là, il y a un mois, là, des coupures à l'usine Paccard à Sainte-Thérèse. OK, oui. Tu sais, déjà, je me suis dit, ouf! Avant les fêtes? Avant les fêtes, c'est 300. Tu sais, il y a des choses, des drames comme ça qui se produisent, puis nous, il faut qu'on soit là pour être capable d'accueillir ces gens-là, puis au moins fait que c'est ça qu'il faut qu'on... C'est ce qu'on essaie de faire du mieux qu'on peut, mais encore, on n'a pas toutes les ressources, on ne peut pas aider autant qu'on voudrait. La problématique est quand même vraiment importante. Quand même. On a un beau réseau provincial, on travaille ensemble, on travaille fort pour être capable d'atténuer tout ça. Mais... Quelqu'un qui nous écoute présentement qui dirait « Ah ben moi, justement, là, ça me prendrait de l'aide alimentaire. » C'est quoi ça prend? Comment il fait ça? Il passe par où? Il appelle où? Il peut regarder autour de lui des organisations qui sont en place. Il pourrait aller au CLSC, demander, il y a toutes sortes de ressources. Oui, le CLSC. De demander, d'être dirigé vers une ressource. Puis au pire, appelez-nous, on va vous guider là-dedans. Ça prend du courage. Ça prend beaucoup de courage. Ça, je le comprends. Mais je pense qu'il faut que ces gens-là comprennent que nous, on est tous là parce qu'on n'est pas là pour les juger personne. Ouais, il n'y a aucun de nous qui est là pour juger. Puis souvent, on a des gens autour de nous qui sont passés par là. Au contraire, vous allez peut-être trouver des gens qui vont vous comprendre puis qui vont peut-être vous dire hey, « écoute, sais-tu quoi? Là, ça va pas bien. Là, c'est une passe difficile. » Mais ça peut aussi... ça peut bien aller aussi. Ça va débloquer vers le positif. Ça peut débloquer, ça peut devenir positif. Carl Blanchette de la télévision de la Matapédia nous apprend que c'est dans le Bas-Saint-Laurent où l'on retrouve les collectionneurs de monnaie, les numismates, les plus passionnés du pays. On reçoit Marc Thériault, président du Club des numismates du Bas-Saint-Laurent, qui vient d'être nommé le meilleur club numismate au pays pour une 5e fois. Donc, on revient avec lui sur cette distinction et sur la passion qui anime le club depuis 1979.
Merci beaucoup, Marc, d'être avec nous. Le club des numismates du Bas-Saint-Laurent, dont tu es le président, si je ne m'abuse, ils ont gagné pour la 5e fois le prix du meilleur club au Canada. Donc, peux-tu nous parler un peu de c'est quoi ce prix-là, comment on fait pour appliquer, c'est quoi les critères un peu? Oui. Le club de numismates du Bas-Saint-Laurent a soumis sa candidature à l'Association royale de numismatique du Canada. Et c'est la RNC qui octroie ce prix-là à chaque année, et ce, basé sur les candidatures reçues et sur le dossier de candidature. Le comité qui est responsable de ça, dont je ne connais pas les membres, regarde qu'est-ce qui s'est fait durant l'année par le club qui soumet sa candidature. Et qu'est-ce qui s'est fait? On parle de nombre de rencontres, on parle de formation des membres, on parle de réalisation ou d'événements spéciaux. On regarde vraiment le topo de tout ce qui s'est fait durant les 12 derniers mois et en comparant avec les autres membres, les autres clubs qui ont soumis leur candidature, qu'on ne connaît pas non plus lorsqu'on soumet sa candidature, ils prennent une décision et ils disent, ils décrètent lors de leur assemblée générale annuelle, leur congrès, qui a lieu chaque année à un endroit différent au Canada, ils dévoilent le club gagnant pour l'année qui vient de se terminer. Ça fait que nous autres, le CNBSL, le club de numismates du Bas-Saint-Laurent, on l'a gagné pour l'année 2024. OK. Et c'est la 5e fois, oui. Oui, hein? Oui. Puis là, on parle de tout ça, puis tout. Là, il y a des gens qui disent... C'est quoi, numismate? Là, on dit ça comme bravo, c'est quoi? Donc, veux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi? Oui. La numismatique, c'est tout ce qui touche à la monnaie. Donc, des collectionneurs de monnaie, de billets et des produits un peu dérivés qui sont autour de ça. On appelle ça la paranumismatique, c'est-à-dire les médailles. Ça se rentrer là-dedans. Mais de base, c'est vraiment la collection de monnaie et de billets de banque. OK. Puis, c'est quoi les activités, comme on parlait de formation, tout, mais vous faites des ateliers aussi, je pense, des fois, là, avec le club numismate, ouvert au grand public? Là. Ouvert au grand public, là, mais ou presque, là, dans le sens que le but du club, c'est de rallier des membres pour en apprendre plus sur le domaine, parce que c'est pas quelque chose que tu peux t'inscrire nécessairement à un cours dans une école près. Donc, tu collectionnes la monnaie, tu veux savoir, c'est quoi qui se collectionne? Ça se classe comment? Comment est-ce qu'on traite ça? Et ça implique de la formation. Et c'est pour ça que le club tient des rencontres. Oui, avec les membres du club, et oui aussi sous forme en soirée, et aussi des fois, 2 fois par année, une journée complète avec des ateliers de formation, des présentateurs pour être à jour, en apprendre du neuf comme de l'ancien. Et aussi, on voudrait en faire plus, on fait des présentations, quelqu'un nous invite, où on lui propose, serais-tu intéressé à ce qu'on aille vous parler de collection de monnaie? Okay. Puis, on en parle pendant 1 heure, on répond aux questions, dépendant un peu de la forme que ça peut prendre avec la personne ou le groupe qui nous accueille, okay. On s'organise et au final, ça fait connaître le club et suite à ça, il y a des gens qui peuvent décider de « Oh, ça m'intéresse, je vais devenir membre du club de numismates pour une série de bonnes et de mauvaises raisons. Il y en a qui vont dire « Je veux être avec des gens qui connaissent et partagent cette passion-là parce que ça peut être intéressant. » D'autres vont dire « Les gens ne m'intéressent point. Ce qui m'intéresse, c'est les encans. Je veux obtenir des pièces et je veux en vendre. Ouais. » OK, c'est parfait, pas de problème. Ouais. Quelqu'un peut dire moi, j'achète pas, j'ai ce qu'il me faut, mais je veux apprendre vraiment sur plein de sujets. Pourquoi tel type de pièce est fabriqué avec tel matériau? Elles sont disponibles? Ils valent combien? On les trouve où? Comment encore? Ce genre de questions-là. Il y a des gens qui collectionnent différentes choses. Il y a la monnaie canadienne qui existe. Il y a toutes les autres monnaies du monde. Il y a les monnaies anciennes qui n'existent plus. Monnaie romaine, il y a des gens qui sont des grands adeptes. Voilà. Donc, c'est de trouver un équilibre là-dedans pour répondre aux questionnements, aux besoins des membres. Et ça se passe, oui, avec des séances publiques, mais aussi, pour beaucoup, des rencontres des membres du club. Là. Oui.
Puis là, mettons que. J'imagine que dans les défis, c'est de recruter des nouveaux membres aussi, parce que on dirait que collectionner l'argent, c'est peut-être moins. On dirait que moi, quand j'étais jeune, on faisait ça un peu, mais on dirait que les enfants, ils touchent plus beaucoup à de l'argent. Avec, j'ai l'impression qu'il y a peut-être moins l'intérêt un peu pour l'instant. Ça fait partie de vos défis, j'imagine. Puis comment est-ce que vous accueillez un nouveau membre là, qui arrive là comme un cheveu sur la soupe, là, un peu. Comment vous faites pour l'accueillir? On l'accueille à bras ouverts. Oui, c'est ça, parce que ça doit être un peu imposant quand tu arrives là, puis tout le monde connaît super ça, puis là, tu arrives comme un débutant. Non, tout le monde ne connaît pas super ça, parce qu'à quelque part, tout le monde est un peu collectionneur. Okay. Tout le monde, à un moment donné, va avoir une médaille, va avoir une pièce. Hey, elle est belle, celle-là, je la mets de côté. Ça arrive à tout le monde. De là à dire, entre le moment que tu dis, je commence à ramasser pas mal, puis le moment que je deviens un collectionneur hors pair, il y a des années et des années. Ça fait que dans le club, il y a des gens beaucoup de gens qui sont nouveaux, beaucoup de gens que s'intéressent au sujet, qui effleurent le sujet. Il y en a quelques-uns qui sont très poussés par intérêt, par disponibilité aussi. Ça fait que t'arrives pas là en disant, puis en étant non plus impressionné par l'immensité du savoir qui t'écrase. Non, on n'est pas là, c'est un club. Là, on n'est pas une faculté universitaire. C'est pas les Illuminati, là. Non plus. Tout le monde avec des grandes robes, là, qui font comme un garde dans la pièce de monnaie. Faudrait peut-être y penser. Non, c'est vraiment, c'est un club de gens qui ont une passion, qui ont un temps libre qui occupe et qui veulent en savoir plus. Donc, de ce côté-là, c'est pas énervant de devenir membre. On accueille les gens à bras ouverts. Quelqu'un qui veut en savoir plus, il appelle un membre qu'il connaît, il va voir le site Internet www.cnbsl.org. Il va voir la page Facebook, il voit qu'est-ce qui est publié, ce qui pourrait peut-être faire son puis il est loisible à toute personne qui voit ça de nous contacter. On a le courriel, le téléphone, tout est là. Ça fait que Paul Piché, Marie-Carmen, Damien Robitaille, Jeanne Côté et Andréanne Mallette seront les têtes d'affiche du 29e spectacle événement de la ressource pour les personnes handicapées, et Marc Després, de la Télévision de la Métis, nous informe que les télévisions communautaires du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie diffuseront ce concert à l'occasion d'un téléradioton le 26 janvier prochain. Alors, on va parler d'un bel événement qui s'en vient. Bon, c'est au mois de janvier, mais on en parle parce que, il y a une belle surprise qui s'en vient pour les gens à la maison. Donc, tout d'abord, Chantal, quel est cet événement? C'est le spectacle événement de la ressource qui va avoir lieu le 17 janvier prochain à la Salle des Jardins. Donc, très belle brochette d'artistes cette année. Oui, donc on va avoir Paul Piché, Marie-Carmen, Damien Robitaille, Andréanne Mallette et Jeanne Côté, entre autres. Donc, il va y avoir plusieurs autres artistes là, sur scène. Et à ce moment-là, donc, sans aucun doute que la coordination de tout ça, c'est notre bon ami Nelson Mainville? Oui, c'est Nelson là, qui est à la tête là, du spectacle, donc pour une 7e année. Et je pense que pour lui, c'est quand même pas trop difficile de convaincre les artistes de venir du côté de Rimouski. Non, je pense que ça va vraiment bien pour lui là, de convaincre les artistes. Donc, cette année, c'est ça, on touche vraiment là, tous les âges avec la brochette d'artistes. Là. Et aussi, il faut spécifier, oui, le spectacle est le 17, donc l'enregistrement le 17 janvier, mais la diffusion est une semaine plus tard, je pense. Oui, donc dimanche le 26 janvier, sur les ondes des télés communautaires, ça va être le téléradioton, donc le spectacle là, qui va être capté le 17 va être diffusé le 25. Et à ce moment-là, je pense que pour la ressource, c'est un événement là, qui est extrêmement important. Là. Oui, bien en fait, c'est notre événement phare. Hein? On en est à notre 29e téléradioton. Fait que donc, c'est sûr que si la ressource est là après tout ce temps-là, on n'a jamais été subventionné adéquatement, puis tout ça là, par le CI3S. Là, maintenant, depuis quelques années, c'est mieux, mais ça a toujours été le téléradioton, les activités de financement qui font en sorte qu'on est là encore après 29 ans, puis qu'on tient debout, puis qu'on peut donner les services à nos membres.
Et encore une fois, l'objectif global du spectacle, on aimerait aller chercher un 300 000 $. Oui, un 300 000 $, c'est vraiment le minimum que ça nous prend par année pour être capable de donner les services à nos membres. C'est bien sûr qu'on va chercher durant l'année des fondations, des budgets ou des plus spécifiques, mais le Téléradioton, là, c'est vraiment notre 300 000 $ minimum là, que ça nous prend. On sait que la période a été trouble dans le passé à un certain moment donné. Bon, est-ce que tout ça, là, ça s'est colmaté? Bien, je vous dirais que oui. Oui et non, en fait. Tu sais, un peu comme c'est le quotidien de tous les organismes communautaires, hein, de vivre la charité des gens, des dons du public et tout ça. Fait que c'est sûr, je vous dirais, oui, aujourd'hui, ça va super bien. Demain, on le sait, on le sait pas. Mais on travaille fort pour pouvoir continuer à donner nos services puis continuer à répondre aux besoins des gens aussi, là, c'est bien certain, parce que quand ils arrivent chez nous, ou que ce soit pour l'achat d'équipements spécialisés, pour du répit, pour de l'aide financière, des camps de vacances, des loisirs et tout ça, on est les derniers payeurs. On est le dernier maillon de la chaîne. Donc, quand ils arrivent chez nous, c'est parce qu'ils ont tout épuisé ce qui se faisait dans le réseau de la santé, les programmes qui existent déjà. Fait qu'on essaie de s'organiser pour s'adapter aussi aux besoins des gens par le fait même, là, éviter qu'ils soient pris dans un cadre trop rigide, qu'on soit capable de comprendre puis de traiter leurs demandes, parce que les gens sont tellement différents. Des fois, les demandes sont aussi différentes que les personnes le sont, là. Et bon, on ne se le cachera pas, le territoire est immensément grand. Là. Oui, c'était un grand territoire, de la Pocatière jusqu'aux îles de la Madeleine. Fait que c'est certain que, tu sais, nous, il a fallu apprendre à travailler en télétravail, puis par téléphone au début, puis sur l'ordinateur et tout ça, avec les intervenants de la santé là, à distance pour réussir à faire bénéficier aussi les gens de la Gaspésie de nos services, tu sais, des îles et tout ça, là, être capable de faire tout ça, parce qu'on est quand même pas on est une petite équipe, une grande petite équipe, parce qu'on travaille fort, même si on n'est pas beaucoup de gens, mais souvent, je dis, on est comme des pieuvres. On a 8 bras, je sais pas combien de têtes de cerveau, mais... Mais oui, une grande petite équipe, mais une armée quand même de bénévoles toujours présents qui sont là parce que, bon, si on veut ramasser l'argent, bien, ça prend des gens qui répondent. Oui, tout à fait, exactement. Tu sais, nos bénévoles sont là année après année. Il y a des gens qui à chaque année, s'offrent pour venir faire du bénévolat, pour nous donner un coup de main. Tu sais, nos artistes, pour le Téléradioton, si on prend exemple, là, je dirais que sur tout le territoire, c'est presque pas loin de 200 personnes qui sont mobilisées, là. Puis, tu sais, les artistes, ils partent de Montréal au mois de janvier, il faut le faire. Venir descendre dans le bas du fleuve, tu sais, gratuitement, sans cachet ni rien. Donc, il y a plein de gens qui viennent avec leur cœur, puis pour soutenir la cause des personnes handicapées aussi. Et donc, à ce moment-là, on remercie tous ces gens-là parce que, bon, sinon, on ne pourrait pas réaliser un tel événement. Non, c'est certain que on ne serait plus là si on n'avait pas autant de bénévoles. Tout à l'heure, tu abordais les temps où c'était plus difficile. Bien, à ces moments-là, si on n'avait pas eu notre armée de bénévoles pour nous aider, pour nous appuyer dans nos démarches, puis essayer de trouver des nouvelles sources de financement, tu sais, ça aurait été compliqué. Fait que non, heureusement, vive les bénévoles, puis les gens qui s'impliquent dans des causes comme la nôtre. Puis il y en a tellement de bonnes causes en plus, tu sais. Fait que de voir qu'il y a des gens pour toutes les causes, qu'il y a des gens qui sont prêts à appuyer là, différentes causes, moi, je trouve ça, d'une année à l'autre, c'est vraiment extraordinaire. Et ce 17 janvier, ces beaux artistes qui se déplacent bénévolement. Donc, le tout, ça se réalise à un prix incroyable. Bien, c'est-à-dire qu'on a une prévente jusqu'au 12 décembre. Donc, les billets sont au tarif de 30 $. À partir du 13 décembre, les billets seront au tarif de 40 $. Donc, pour des cadeaux, là, c'est une excellente idée cadeau, je crois, là, pour tout le monde. Là. Donc, à ce moment-là, comment on fait pour s'en procurer là, dès maintenant pour être sûr de profiter du rabais? Donc, à la billetterie du Spectateur, vous pouvez aller directement sur leur site. Et au bureau de la ressource également, on a des billets là, à vendre. Donc, on invite les gens. Donc, ça fait effectivement un très beau cadeau de Noël. Oui, effectivement. Et donc, pour vous, c'est justement...
on invite les gens à pas trop attendre parce que, bon, de toute façon, l'événement est souvent guichet fermé. Là. Oui, bien, tu sais, pratiquement à chaque année, de plus en plus, là, on a des gens qui découvrent, parce que, tu sais, souvent, les gens ont dans l'idée un téléthon, téléradioton, beaucoup de placotage, pour employer la bonne expression québécoise. Mais, tu sais, c'est vraiment un spectacle que les gens viennent voir le 17. Là. Après, il y aura des montages, il y aura des partages de nos membres, des gens qui s'impliquent auprès de la ressource et tout ça. Mais le 17, c'est vraiment un spectacle que les gens viennent voir. Puis à 30 $ du billet en pré-vente, c'est vraiment pas cher. Avec la brochette d'artistes qu'on a là, c'est assez incroyable de pouvoir faire ça. Et il y a des lutins même qui nous disent que jusqu'à maintenant, la pré-vente va très bien. Oh oui, ça va vraiment bien. Là. Ça fait une semaine et demie peut-être là, de la conférence de presse, puis que les billets sont mis en vente. On n'a plus que le tiers des billets de vendus. Fait que, tu sais... fait que, dépêchez-vous. Moi, je dis rien, mais dépêchez-vous. Bien, merci de vous être déplacés ici. Et puis, donc, on se souhaite effectivement un très, très beau spectacle. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Un véritable temple de la renommée du hockey a été créé à l'occasion de la 50e édition du tournoi M15 toutes catégories à Passepébiac. Un reportage de Simon Thériault de Télévague. Du 20 au 23 novembre, le complexe sportif de Passepébiac rassemblait tous les amateurs de hockey mineur de la région pour la 50e édition de son tournoi M15 toutes catégories. Plusieurs équipes provenant de Carleton à Rivière-au-Renard se sont affrontées dans 4 catégories. Pour cette 50e édition, le comité organisateur a sorti les feux d'artifice et a présenté à la foule sa toute nouvelle mascotte. La cérémonie d'ouverture a comblé les spectateurs présents avec une présentation mixte de nouveaux et d'anciens joueurs bantam et de quelques discours protocolaires. Les spectateurs présents ont eu droit à du très bon jeu du début à la fin. Lors de la journée des finales, j'ai eu la chance de m'entretenir avec la partisane numéro 1 des Flames de Passepébiac, toutes catégories confondues. Hey, salut Nadia! C'est drôle, je suis vraiment pas surpris de te voir dans un aréna aujourd'hui. 50e tournoi Bantam, t'as pas mal passé toute la fin de semaine ici. Oui. J'avais mon neveu qui joue à Tourbe, un neveu Pee-Wee, puis un autre neveu Legit. T'as tout suivi leur match? Toute la game. Ouais. Puis là, on vient d'assister à la finale Pee-Wee. Comment t'as trouvé ça? Ah, c'était une game vraiment serrée, puis c'était vraiment, là, c'était toute une game. Ouais, surprise du résultat? Un peu, mais tu sais, c'est deux équipes qui étaient quand même fortes. T'avais-tu un petit parti pris pour les Flames? Ben, c'est sûr. C'est ton équipe, hein? Mais c'est le fun parce que t'as tellement filmé de matchs pour les gens qui ne le savent pas. Nadia, elle est pratiquement à tous les matchs des Flames. Puis tous les autres joueurs des autres équipes, tu les connais, tu leur parles, tu vas filmer leurs matchs aussi. C'est vraiment spécial. Des demandes en fin de semaine de d'autres équipes, c'est que je pouvais filmer des matchs pour eux autres. C'est ce que j'ai fait. C'est une de tes passions. Oui. Depuis que mes neveux ont commencé, je te dirais que je les suis tout le temps. Ben, en tout cas, Nadia, je te fais un gros merci pour tous les gens qui peuvent suivre les matchs, que ce soit leurs jeunes ou de la parenté, des amis. Grâce à toi, ils peuvent le faire. Merci beaucoup. Mais tant aussi longtemps que ma santé va me permettre, je vais le faire. J'ai également rencontré Rémi Whittom au Temple de la Renommée, qui était spécialement mis en place pour cette occasion. Ben, c'est 50 ans d'histoire à Passepébiac. Fait que moi-même, j'avais des artefacts. Vous pouvez voir aussi qu'il y avait des gens dans le comité qui avaient des photos, des choses comme ça. Puis on a dit, bon, ben, on va tout rassembler ça. Puis on va faire un mini-temple de la Renommée. Puis on a fait un appel là, au public. On a reçu beaucoup de photos. Pas beaucoup d'items. Parce qu'on s'entend, ça sent un petit peu la moisissure avec le temps, dans 50 ans. Ouais, les gens ne regardent pas ça, hein? Non, c'est ça. Ça fait que... on a eu quelques-uns qui étaient très intéressants, des partages, des choses comme ça. Puis on a dit, bon, ben, on va faire un petit local, puis on va faire ça au public. On a fait ça le samedi durant toute la journée, puis on a eu des gens qui sont venus. On avait une vidéo quand même de 2 matchs filmés dans les années 89, 90, 90, 91. Ça roulait en boucle, quoi? Ça roulait en boucle, on l'a mis rouler. Il y avait des gens ici, on le reculait, puis on avait quand même trouvé des vidéos. Ça nous a pris 4 vidéos pour en trouver un. Ça fait que quand même.
Ouais. Fait que c'est quoi, vous laissez la porte ouverte, il n'y avait pas de surveillance, les gens venaient? Les gens venaient, puis il y avait des gens du comité qui venaient aussi, qui jasaient avec les personnes, qui posaient des questions parce que vous avez vu que lorsque vous avez rentré, il y avait quand même beaucoup de trophées. Fait que les gens posaient des questions, c'était quoi ces trophées-là? Il y avait, dans le temps, petite anecdote, il y avait un joueur de Passepébiac à chaque tournoi, un joueur d'un club de Passepébiac Bantam qui était nommé le joueur le plus combatif. Okay. Fait que c'était le trophée Gérard Aspiro. Fait que on a quelques-uns, ça, qu'ils ont trouvé, là. J'en ai 3-4, dont un ici, mais 3-4 qui étaient gardés. Ça fait que c'était le fun. Les gens qui ont donné quand même les choses ont venu voir, puis c'était le fun pour eux autres de revoir leurs souvenirs. Puis à l'ouverture, vous avez présenté quelques anciens joueurs qui avaient joué le tournoi. Il y en a-tu qui sont venus un peu ici voir, regarder les photos? Oui. On a même beaucoup de personnes qui étaient, lorsque je parlais du match, qui étaient dans cette partie-là aussi, qui sont venus voir. On a retrouvé un arbitre qui était là à la première année. Okay. Puis on a trouvé des joueurs de chaque décennie, mettons. Beaucoup de personnes n'étaient pas dans la région, c'est certain. Quelques personnes décédées, on va se le dire, mais on est allé dans les plus anciens et aussi on avait quelqu'un qui avait participé l'année passée. Ça fait qu'on a rassemblé plusieurs générations, des anciens coachs, des anciens arbitres. Dernière petite chose, es-tu satisfait de la tenue du tournoi? Super. Les gens sont toujours présents au tournoi M15. C'est une toute catégorie. Ça fait qu'on rejoint des jeunes de 9, 10 ans, 11 ans, jusqu'à 18 ans. Puis c'est toujours un plaisir de venir dans notre complexe. Il fait beau, c'est plaisant. Il y a beaucoup de monde, c'est confortable. Puis à chaque année, je pense que c'est le premier tournoi de l'année. C'est un tournoi obligatoire pour le M15, mais il reste que ça part l'année là, pour toutes les catégories là, de leur tournoi. Ça fait que c'est le fun. Ils veulent tous venir ici. On refuse des équipes à chaque année. Voici les résultats des finales de la journée du 23 novembre. Dans la catégorie M11, les Moused 1 du Rocher ont vaincu les Légionnaires de New Richmond par la marque finale de 5-4. Dans la catégorie M13, les Caïens de Bonaventure ont eu besoin de la prolongation pour venir à bout des Flames de Passepébiac. Marque finale 3-2. Dans la catégorie M15, un match serré jusqu'à la toute fin entre les Conquérants de Carleton-sur-Mer et les Légionnaires de New Richmond, qui s'est joué dans les 3 dernières minutes et qui s'est terminé avec un but spectaculaire pour les Légionnaires avec 1 minute à faire dans la partie. Marque finale 2-1. Et dans la catégorie M18, un match de titan entre les Caïens de Bonaventure et le Moused 1 du Rocher qui s'est terminé sur les holé-holé des partisans de Bonaventure. Marque finale 3-1. Mention spéciale aux joueurs des Moused qui sont venus féliciter les champions pour leur belle victoire. C'est tout pour le bulletin des régions cette semaine. J'espère que cela vous a plu. Je remercie toutes les stations de télévision participantes et je vous dis à bientôt.